Le deuxième invité d'RTL Soir, Marc-Olivier Et Fogiel. le deuxième invité d'RTL Soir, Virginie, c'est un aventurier de l'impossible. Bonsoir, Christian Clot. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir pour parler de votre expédition adaptation 4 fois 30 jours dans les milieux les plus extrêmes de la planète. Le désert du Dasht el-Lut en Iran, les canaux de Majella en Chili, la forêt amazonienne au Brésil et la Sibérie orientale en Russie. 4 étapes pour tester les limites du corps humain. Opération parrainée par notre ami Louis Baudin qui est à vos côtés. Là, vous revenez d'Iran où il faisait plus de 70 degrés au sol. C'est complètement fou. Oui, 70 degrés au sol, 57 degrés dans l'air, à l'ombre. Ouais. On peut dire qu'au soleil, faut pas y être. Donc oui, c'est assez violent, c'est assez rare qu'on vive ce genre de température. Et ça crée évidemment des questions sur nos limites personnelles en tant qu'humains. Mais c'est quoi l'objet de cette expédition, donc 4 fois 30 jours? Vous voulez quoi? Tester la limite du corps humain? Non, on veut tester vraiment comment on peut s'adapter à des situations qui nous dépassent. Quelles sont, face à des crises, face à des changements, la capacité de l'humain au niveau cognitif. On va vraiment tester le cerveau humain et évidemment la physiologie humaine à des changements rapides, profonds, difficiles. Et puis finalement, est-ce qu'on a des ressources pour y faire face? Donc c'est ça l'objet. Donc vous, c'est quoi votre profil? Vous avez 44 ans, Christian? Ça se dit pas ce genre de choses d'habitude. Oh, moi je dis que je suis bien plus vieux que vous. 47. Vous avez une longue expérience d'aventurier. C'est quoi votre profil? Vous avez été notamment le premier homme à entrer dans le centre des montagnes de la cordillère de Darwin en terre de feu chilienne. Racontez-nous un peu votre profil. Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, aussi loin je me souvienne, j'ai voulu essayer de comprendre les choses, de les questionner. Je supporte pas d'avoir quelque chose que je comprends pas. Et l'exploration, c'est venu assez naturellement parce que j'aimais la nature aussi. Donc, partir de la nature, la comprendre, c'était quelque chose qui m'a très vite conduit. Et après, j'ai très vite réalisé que l'humain dans cette nature avait un rôle à y jouer, avait un questionnement par rapport à lui-même. Et donc, j'ai voulu comprendre l'humain dans cette nature. Voilà. C'est l'humain dans la nature qui vous intéresse. Là, vous rentrez d'Iran, vous allez nous raconter. Donc, ensuite, il y aura le Chili qui sera froid et humide. Après, Brésil, chaud et humide. Et puis la Russie, froid et sec. À chaque fois, vous devez y passer 30 jours. Donc là, l'Iran, vous revenez. Finalement, ça a été plus court que prévu parce que vous avez été repéré là-bas. Vous n'aviez pas toutes les autorisations. Et donc, on est venu vous chercher dans le désert? Alors, on avait les autorisations. On avait discuté avec les autorités iraniennes. Malheureusement, a priori, il y a eu des problèmes d'alerte terroriste, de mouvements de groupes terroristes dans le secteur où j'étais. Et les services antiterroristes sont venus me rechercher, manu militari. A priori, pour ma sécurité, voilà, c'était nécessaire sans doute pour eux, c'est fait. Donc, vous êtes resté quand même 15 jours dans des conditions extrêmes, hein. On l'a dit, 70 degrés au sol. Ça s'est passé comment? Ça a été très très difficile au début. On rentre pas dans ce genre de désert comme ça. On doit se trouver une manière d'y évoluer. On se rend compte que finalement on est très démunis face à des conditions aussi extrêmes, surtout quand on est en milieu tempéré comme nous. Et puis petit à petit justement, et c'est ça l'adaptation qu'on cherche à comprendre, on trouve sa place, on trouve sa manière de faire, sa manière d'avancer. Quand est-ce qu'on fait quoi? Et puis aussi cette manière d'attendre sous la température la plus chaude, de se dire là je peux plus et j'accepte que je ne puisse plus rien faire. Et quand on ne peut plus, on fait comment? Quand on peut plus, on se cache sous son petit abri qu'on a pour faire de l'ombre et on s'y couche. On peut même pas dormir tellement c'est violent comme impact climatique. Mais on accepte cette attente qui va durer plusieurs heures. De 10h du matin à 5h de l'après-midi, je ne pouvais pas bouger. Impossible. Carrément. J'ai 2% d'humidité. Donc c'est rien. C'est rien. Ouais, c'est incroyable. Tout sèche, tout devient carton, tout devient impossible à bouger. Et puis tout d'un coup, la température arrête et on peut repartir. Mais quand vous partez en mission comme ça, donc vous partez seul, vous partez avec quoi? Puisque vous le faites à pied, il y aura plus tard le kayak, j'ai lu, la pirogue, le ski. Vous avez un matériel de fou, un chariot de 150 kilos que vous traînez tout seul, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un chariot avec toute mon eau, toute ma nourriture, tout mon matériel que je vais tirer. Ce sera plus simple au kayak, ce sera dans le kayak. Mais ça fait partie du jeu de trouver aussi des solutions, de pouvoir progresser dans ces milieux. Je le fais seul non pas parce que j'aime pas les autres, mais parce que c'est intéressant de voir ce que l'humain seul est capable de trouver comme motivation dans ces conditions. Et puis ensuite, l'année prochaine, on refait la même chose avec 20 personnes. Ça va être assez fou. Ah mais là, donc là, vous êtes seul et ensuite vous serez en collectivité pour voir comment le groupe s'adapte à ces conditions extrêmes. Et quelle est la différence entre un humain seul et ce groupe humain qui va devoir trouver des solutions communes à cette adaptation face à des conditions qui le dépassent. Mais clairement, Christian, quand vous revenez, donc là vous rentrez d'Iran, vous repartez dans quelques jours au Chili, vous faites quoi? Vous passez une batterie de tests pour comprendre comment le corps a réagi? Ça se passe comment? Il y a un laboratoire qui vous accompagne? Oui, alors moi sur place j'ai des tas de choses qui me permettent de me tester, que ce soit au niveau du sang, au niveau de la température, au niveau du cardiaque. Et puis avant et après on a des IRM, donc des examens très poussés sur le cerveau. Donc on a ce moment avant, on regarde comment je suis, et ce moment après qui voit l'évolution, et puis pendant on a quelques tests qui permettent de voir comment chaque jour les choses changent ou pas. Donc ça c'est à chaque fois que vous rentrez, vous vous prêtez à tous ces tests. Là vous vous apprêtez à repartir pour le Chili, c'est ça, début octobre? C'est ça, oui. Les canaux chiliens de Patagonie, donc froid humide. Là vous allez faire quoi? 450 km en kayak sur les canaux, c'est ça? Oui. Autour
autour du Cap Horn, c'est le lieu le plus froid et le plus humide du monde. Là. Alors, c'est un des endroits où on a 10 000 mm de pluie par an, donc c'est quand même énorme. Chez nous, c'est 600 par exemple. Enfin, Louis en parlerait mieux que moi, mais Louis, qui est là. Ouais, je confirme. On a un froid, on a de l'humidité par température négative. C'est un des rares endroits au monde où on a ça à cause des vents. Donc oui, c'est un endroit qui nous questionne beaucoup. C'est très difficile de s'adapter. Mais aussi, il faut dire une chose sur ces milieux. Ils sont très durs, mais ils sont splendides. Et c'est aussi parce qu'ils sont beaux et parce qu'on a envie de les connaître un peu mieux qu'on est capable de faire ce genre de choses. Ensuite, le Brésil. La forêt amazonienne, qui est évidemment le chaud humide. On arrive à des saturations d'humidité dans l'air, 100% de saturation, donc ça veut dire que la transpiration peut plus se faire correctement. Et puis on termine par le froid très sec. Alors là, c'est les Verkhoyansk en Sibérie, qu'on considère le deuxième endroit le plus froid du monde, après l'Antarctique évidemment. On a quand même des moins 60 degrés, c'est déjà pas mal, quoi. C'est absolument incroyable. C'est financé par qui tout ça? Donc Louis vous parraine, c'est financé par qui en fait? Alors pour l'instant c'est financé par nous. On a vous, fait soit que la partie, donc c'est ma structure, le Haze Project, que je finance avec des conférences, et puis on va chercher des gros partenaires évidemment pour l'année prochaine, sachant qu'on a un beau support de communication aussi, parce que c'est aussi ça le but de l'expédition, c'est de faire mieux apprendre et comprendre à tout le monde qu'on peut s'adapter à tout et qu'il faut pas se laisser subir par ce qui se passe aujourd'hui dans notre planète, sur notre monde, qu'au contraire, on doit le prendre à bras le corps et accepter, s'adapter et construire le futur. Et c'est ça aussi qu'on raconte aux gens. Vous êtes donc adapté à ces conditions les plus extrêmes. Votre entourage, comment il s'adapte à vous, Christian? Parce que ça doit pas être simple de vous suivre de loin. Non, au moment où on me voit partir, forcément, il y a toujours c'est tendu, surtout que j'ai aucun moyen de communication sur place. Ça fait partie du principe de l'expédition que de ne pas pouvoir appeler à l'aide. On doit se débrouiller tout seul. Donc forcément, c'est un petit peu stressant pour eux. Mais ils ont l'habitude, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc quelque part, ça commence à être une chose dont ils savent ce qui va se passer. Et ils savent que je fais pas les choses à la légère. On se prépare beaucoup. Ça fait 3 ans qu'on prépare l'expédition. Donc forcément, ils ont été avec moi pour cette préparation. Ils seront avec moi pendant. Ils seront avec moi après. Et ça, c'est aussi la force de l'explorateur solitaire, qui n'est jamais solitaire, parce qu'il y a toujours un groupe qui travaille avec lui. Et c'est ce groupe qu'on doit remercier aussi. Passionnant. Merci beaucoup, Christian Clot. Merci beaucoup. Bravo, Louis Baudin. Mais ça m'étonne pas que vous soyez dans cette aventure-là également. Bravo à Christian, parce que c'est une très belle aventure humaine. Merci beaucoup de nous l'avoir fait partager aujourd'hui sur RTL.